Dans la vidéo précédente, nous avons créé un réseau permettant de faire l'analyse de la présence de certaines fréquences dans une source sonore. Ce serait drôlement intéressant que ce réseau-là puisse être facilement réutilisé d'un projet à l'autre à chaque fois qu'on souhaite analyser les fréquences. Donc, ce que je vous propose dans cette vidéo-ci, c'est qu'on transforme notre réseau, en tout cas au moins la portion d'analyse audio, en un composant qui pourra être réutilisé d'un projet à l'autre ou dans différentes parties d'un même projet. Donc, la dernière fois, le réseau final avait l'air de ceci. Ce qu'on va tenter de faire, c'est d'extraire de ce réseau-là la portion qui concerne l'analyse des fréquences et placer cette analyse-là dans un nouveau composant. Donc, première chose, on va se créer le composant en question. Et quand on parle de créer un composant de ce type-là, généralement, on va démarrer avec un comp qui s'appelle base. Donc, je le place ici pour l'instant. Ce qu'on veut faire, c'est aller placer à l'intérieur de ce réseau-là la portion qui concerne l'analyse audio. Donc, ici, nous avons la source. Donc, la source, c'est correct qu'elle soit exclue. Ce qu'on veut, c'est brancher cette source-là dans le composant et éventuellement, du composant, récupérer des sorties qui, elles, vont être utilisées. Donc, la source, on ne l'inclura pas et la sortie non plus. C'est-à-dire que les tops, ils ne seront pas inclus dans l'analyse, pas plus que les objets mat qu'on avait ajoutés simplement pour contrôler l'affichage des pastilles de couleurs. Donc, ce qui nous reste, c'est vraiment la portion centrale ici qui concerne bel et bien l'analyse comme telle. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais couper tous ces opérateurs-là avec un CTRL X. Je vais, entre-temps, débrancher les fils parce que ce qu'on veut, c'est que le son s'en aille dans le composant et le composant s'en aille vers la fin de notre réseau. Donc, je débranche pour l'instant ces trois fils-là. Oups. Donc, le composant va venir s'inscrire entre les deux. Je peux peut-être tout de suite rapprocher les éléments. Et ce qu'on souhaite, c'est venir coller les opérateurs qu'on vient de couper dans le composant. Voilà. Donc, dans notre composant, il n'y aura que ce qui concerne l'analyse. La source sera à l'extérieur et le résultat aussi pourra être utilisé à l'extérieur. Bon, évidemment, en faisant ça, on a brisé plusieurs choses. Il y a des erreurs qui sont apparues. Donc, on va faire quelques réparations, mais vous allez voir, c'est relativement simple. Donc, première chose, nous n'avons plus de source. Donc, ce qu'il faut, c'est que notre composant accepte une source et qu'à l'intérieur du composant, on utilise cette source-là. Donc, on aura besoin d'une entrée. Et si on veut ajouter une entrée au composant, bien, il suffit de lui ajouter, dis-je, un opérateur in. Et comme dans notre cas, on parle d'audio, bien, ce sera un chop. Alors, je place mon opérateur in à cet endroit-ci, et dès que je fais ça, je vais remonter pour vous montrer, bien, il y a une entrée qui est apparue ici sur le composant. Donc, ce que ça signifie, c'est qu'à partir de ce moment-là, on est capable de brancher la sortie de notre source audio dans l'entrée de notre composant. On n'a pas tout réglé, mais c'est un bon départ. On entre à l'intérieur du composant et vous voyez, la source est bel et bien présente. On voit l'onde sonore qui est apparue dans notre entrée. Donc, si notre onde sonore est là, bien, sans doute qu'on peut la rebrancher dans les composants où on faisait l'analyse. Et vous voyez que la source, encore une fois, vient de réapparaître. Maintenant, on avait utilisé un Audio Device Out pour pouvoir entendre le son. Est-ce qu'il est pertinent de le laisser dans le composant? Probablement pas. Probablement que ce serait plus logique de le sortir puis de réserver seulement l'analyse des fréquences au composant. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on coupe celui-là et qu'on le ramène en haut. Donc, si je remonte d'un niveau, je vais venir le ramener ici et, en somme, on va brancher la sortie de notre audio file in directement dans le audio device out pour pouvoir l'entendre. Vous avez vu que j'ai pesé sur le petit bouton bypass afin d'ignorer la sortie pour l'instant. On pourra l'écouter tantôt, mais pour l'instant, le son ne jouera pas.
Je retourne dans le composant. Donc, à l'intérieur du composant, nous avons maintenant nos 3 analyses de fréquence et on avait aussi une analyse de l'intensité globale. Donc, évidemment, on aura besoin de tirer un fil jusque-là. Ce fil-là, avant, partait du Audio Device Out. Pour que les fils ne s'entrecroisent pas, je vais tout simplement déplacer celui-ci à cet endroit-là. Et de cette façon-là, on n'a pas de confusion dans la façon dont les fils sont dirigés. Maintenant, on avait ajouté aussi un merge, et l'idée de ce merge-là, c'était de pouvoir comparer, si vous vous souvenez, les fréquences qui sortaient de nos 3 filtres. Est-ce que c'est nécessaire de l'avoir là? Pas nécessairement. À partir du moment où le composant est fonctionnel, qu'on l'a bien vérifié, ben, cet opérateur-là est plus vraiment nécessaire. Il nous aidait tout simplement à ajuster les fréquences. Donc, je pense qu'on peut l'enlever. De toute façon, on ne se servait pas de la sortie. C'était vraiment tout simplement pour nous aider à visualiser ce qui se passait. Donc, on va l'enlever. Et il ne nous reste que ces éléments-là à l'intérieur. Maintenant, l'autre chose qu'on avait fait, c'était d'afficher le audio spectrum pour chacune des, à la suite de chacun des filtres de fréquence. Donc, on filtrait ici, à l'aide d'un passe-bas, les fréquences hautes pour ne garder que les fréquences graves et ça nous permettait de visualiser un peu le résultat. Quand on branche la sortie du audio spectrum dans notre analyse pour avoir la puissance du son, ben dans les faits, ce qu'on faisait, c'est qu'on mesurait la puissance de la courbe de spectre et non pas la puissance directement de l'onde sonore. Donc, dans les faits, ces éléments-là ne sont plus nécessaires non plus. Ce qu'on souhaite mesurer à l'aide du nœud analyse, c'est la puissance de l'onde sonore une fois qu'elle a été filtrée, et non pas la puissance de l'onde spectrale, si on veut, ou de la représentation spectrale du résultat filtré. Donc, ces 3 opérateurs-là, ben, dans les faits, ils nous aidaient dans le développement, mais ils ne sont pas nécessaires pour l'affichage. Donc, on est rendu avec un réseau relativement simple. D'ailleurs, je vais même le condenser un petit peu. Et ce réseau-là, essentiellement, devrait faire la même chose que ce qu'on avait dans la vidéo précédente. Maintenant, si on souhaite utiliser le résultat, bien évidemment, ça nous prendra une sortie dans notre composant. Donc, de la même façon qu'on a créé une entrée, bien, on va créer une sortie en utilisant out. Maintenant, est-ce qu'on souhaite avoir 4 sorties, une pour chacun des canaux, donc c'est-à-dire l'intensité globale, l'intensité des fréquences graves, médium et aiguës? Peut-être. Donc, on pourrait mettre 4 sorties séparées. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on les combine les 4 en une. Donc, on ait en guise de sortie un groupe de 4 canaux, qui seront les 4 canaux qu'on vient de nommer, plutôt que d'avoir 4 sorties. Les deux sont possibles. Donc, si on souhaite avoir une seule sortie, mais qui contient 4 canaux, ben, ce qu'on peut faire, c'est ajouter un merge. Donc, l'opérateur merge, ce qu'il nous permet de faire, c'est de fusionner plusieurs canaux en un seul. En fait, je devrais dire de fusionner des canaux qui proviennent de sources différentes dans un groupe de canaux unifiés, disons ça comme ça. Donc, j'ai dorénavant dans mon merge et à la sortie de celui-ci un groupe qui contient 4 canaux, Chan 1, Chan 2, Chan 3, Chan 4. Et cette chose-là, ben, je peux la brancher dans la sortie. Et à partir du moment où je fais ça, il devrait y avoir une nouvelle sortie sur notre composant. Donc, si on remonte d'un niveau, ben, vous pouvez voir qu'il y a effectivement une sortie qui est apparue sur le composant. Cette sortie-là, évidemment, elle contiendra un groupe de 4 canaux. Maintenant, si on souhaite contrôler la taille de nos cercles spécifiquement à partir d'un de ces canaux-là, ben, il faudra sélectionner le bon. Donc, pour faire ça, on peut utiliser un opérateur qui s'appelle select. Donc, select, c'est un peu l'inverse du merge qu'on a fait tantôt, c'est-à-dire qu'il va nous permettre de sélectionner le canal
un canal en particulier. En fait, Select peut sélectionner un ou plusieurs canaux. Dans notre cas, on n'en sélectionnera qu'un seul. Et c'est aussi simple que de venir dans les propriétés et de choisir ici le canal qu'on souhaite utiliser. Donc, par exemple, si je choisis Chan 1, ben, il ne reste plus qu'un seul canal ici, plutôt que les 4 qu'on avait à l'origine. Donc, allons-y pour le lien. On se souvient que ce qu'on souhaite faire ici, c'est d'utiliser notre opérateur, en fait, notre canal 1 pour modifier le rayon du premier cercle. Donc, si je bascule en mode de visualisation, je suis capable d'apporter le rayon à cet endroit-ci et de l'utiliser comme référence. Et la petite flèche vient d'apparaître entre les deux. Maintenant, on veut reproduire le même phénomène pour les autres éléments. Donc, je vais brancher les sorties dans les autres opérateurs. Et de la même façon, on a le même problème qu'on avait en haut, c'est-à-dire qu'ici, on a les 4 canaux. Donc, on va devoir, comme on a fait ici, insérer un opérateur select pour ne choisir que le canal qui nous intéresse. Donc, dans ce cas-ci, celui qu'on veut, ben, c'est le deuxième canal, donc Chan 2, qui contenait l'analyse des fréquences basses. Dans ce cas-ci, ce qu'on veut, c'est le Chan 3, le canal 3 qui contenait l'analyse des moyennes fréquences. Et idem pour le dernier, afin d'avoir l'analyse des hautes fréquences. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, les opérateurs select ont sélectionné respectivement le canal 1, 2, 3 et 4. Il semble y avoir encore une erreur de ce côté-ci. On peut aller voir la nature du problème. Donc, si on clique sur le petit X pour avoir l'erreur, ben, on nous dit argument must be a string or number, not known type. Non-type. Donc, c'est un peu curieux, mais en fait, ce qui suffit de vérifier, c'est les éléments en rouge. Donc, si on ouvre la propriété radius, ben, on se rend compte qu'on utilise encore un lien vers mat1 chan1. Évidemment, ce n'est plus du tout ce qu'on souhaite utiliser dans ce cas-là. On veut utiliser mat1 chan2. Donc, vous pouvez faire manuellement la modification et le problème sera réglé. Ou, puis ça sera sans doute le même problème ici, réutiliser le glisser-déposer, donc pour corriger le problème. Voilà. Donc, Chan2, et ici, même chose, glisser-déposer, on amène ça ici, oups, et voilà. Donc, normalement, à cette étape-ci, on devrait être revenu au même point où on était dans la vidéo précédente, sauf que, dorénavant, toute notre analyse audio se fait dans un composant qui est isolé et qui peut être donc copié-collé, réutilisé dans différents projets. On va regarder si le résultat semble convenir. Donc, ça semble fonctionner. Par contre, au niveau de la grosseur des pastilles, il semble qu'on soit trop gros. La différence étant que, si vous vous souvenez, puis là, je vais rentrer dans le composant pour vous montrer, nous avons enlevé les opérateurs audio spectrum. Donc, le signal qui sort, c'est l'analyse de la puissance, non pas du spectre audio, mais de la puissance de l'onde sonore elle-même, l'onde sonore qui a été filtrée. Donc, il semble que dans ce cas-là, le résultat soit un peu plus élevé, et donc, on devra corriger pour l'affichage le facteur de multiplication qu'on avait ajouté dans les éléments ou dans les opérateurs math. Donc, allons-y pour une petite correction. Donc, je vais le faire en regardant le résultat. Donc, ici, pour les graphes, j'étais à 3.2. Ça semble un peu fort. Je descends. Peut-être qu'autour de 2, ça sera plus approprié. Ça semble pas mal. Dans le cas des fréquences moyennes, on était à 25. On dirait que 10 est suffisant. Quelque chose dans ce genre-là. Et dans le cas des fréquences aiguës, on était à 30. Et là aussi, on devra descendre. Est-ce que le 10 est pas mal aussi, peut-être même un peu fort. Peut-être qu'un multiplicateur de 8 sera suffisant. Voilà. Donc, essentiellement, à cette étape-ci, on est effectivement revenu où on était à la fin de la vidéo précédente, mais cette fois-ci, nous avons notre composant qui est isolé et dans lequel on pourra brancher
n'importe quelle source audio, donc ça peut être une autre pièce, ça peut être un micro ou d'autres choses, et il y aura analyse qui sera réalisée. Maintenant, dans notre choix de fréquence, quand on a déterminé le passe bas, la fréquence centrale, puis le passe haut, ben, on s'est basé sur la pièce actuelle. Et peut-être que si on utilise une autre musique, ben, il faudra ajuster un peu les fréquences pour que ça corresponde bien au contenu sonore de la pièce en question. Donc, si on souhaite faire ça, le problème qu'on a, c'est qu'il faut demander éventuellement à l'usager du composant ou à nous-mêmes de revenir dans le audio filter, jouer avec le paramètre qui est ici. Peut-être qu'on pourrait simplifier la vie en rendant ces choses-là disponibles directement sur le composant, de sorte qu'on n'a même pas à entrer dans le réseau pour ajuster ces trois paramètres-là qu'on risque d'avoir à ajuster à chaque fois qu'on change notre source sonore. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Je remonte d'un niveau, vous faites un clic droit sur le composant et vous choisissez Customize Component. Ça nous amène dans une fenêtre de modification des paramètres. Dans cette fenêtre-là, on peut ajouter un onglet. Donc, en ce moment, on a deux onglets, Extension et Common, mais on peut en ajouter un nouveau en cliquant sur, c'est-à-dire en entrant un nom et en cliquant sur Add Page, ou tout simplement ajouter un nouveau paramètre en entrant le nom et en cliquant sur Add Part. Donc, c'est ce que je vais faire. Et commençons par un paramètre passe bas qui va contrôler la fréquence, le seuil de fréquence pour notre passe bas. Ce sera un chiffre, donc un chiffre décimal, c'est parfait, et je clique sur Add Bar. Donc, je tombe dans le détail de ce paramètre-là. Ce qui s'appelle Label, ça devient le nom visible de notre paramètre. Donc, où est-ce qu'il se trouve ce nom-là? Bien, vous avez peut-être remarqué qu'un onglet Custom était apparu. Donc, si je viens dans la section Custom, ben, voici nos paramètres personnalisés. Ils seront tous ici. Et le nom qui est ici correspond à l'étiquette ou au label qu'on a saisi. Si on ouvre ce nom-là, on peut voir le nom qui sera utilisé en programmation. Donc, si on souhaite faire une référence à cette valeur-là en programmation, ben, c'est ce nom-ci qu'on va utiliser. Évidemment, il n'y aura pas d'espace ou de caractère particulier. Donc, dans ce cas-ci, je vais tout simplement enlever les Hertz dans la case Parameter et vous allez voir qu'ils vont disparaître ici, tout simplement. Maintenant, on peut aussi définir certaines options pour notre paramètre. Donc, par exemple, sa valeur par défaut, que je pourrais mettre à 120 dans le cas d'un passe-bas. Valeur minimum 0, ça semble convenir. Valeur maximum 500, je pense que ce sera suffisant. Donc, en faisant ces petites modifications-là, on se retrouve avec un champ dont la valeur minimum est 0, la valeur maximum est 500, et la valeur par défaut a été placée à 120. Je vais faire la même chose pour la fréquence centrale et pour le passe haut. Le malheur, c'est qu'en ce moment, on dirait que l'interface est un petit peu brisée. Donc, je n'ai plus accès aux options qui sont normalement en haut. Donc, je vais tout simplement sortir et retourner à l'intérieur en espérant que la situation soit corrigée. Oui, c'est le cas. Donc, il semble qu'il y a encore des petits bugs au niveau de l'interface des paramètres sur les composants. Donc, j'ajoute un deuxième composant, un deuxième paramètre, c'est-à-dire je vais l'appeler centre. Et la fréquence, dans ce cas-là, par défaut, pourrait être de, disons, 750. Le minimum, mettons-le à 500. Et le maximum à 5000, par exemple. Et je fais la même chose pour mon passe haut. J'ajoute. On va enlever les Hertz. Ah, j'ai oublié de le mettre dans le centre, donc je vais retourner dans un instant. Dans le cas du passe haut, peut-être que la valeur pourrait être autour de 1600, je crois qu'on avait choisi. Un minimum à 1000 et un maximum à 20 000, par exemple. Évidemment, ces chiffres-là sont à votre guise, mais c'est des valeurs assez typiques. Comme je vous le disais, j'ai tout simplement oublié de mettre le Hertz ici, donc je vais l'ajouter de façon à ce que dans l'affichage, ce soit clair pour la personne qui se servira du composant, que cette valeur-là
elle est en Hertz. Et dans le nom du paramètre pour fin de programmation, ben, je l'ai tout simplement enlevé. Donc, on se retrouve avec nos 3 composants pour le passe-bas, le centre, la fréquence centrale et la fréquence aiguë. Et on est capable de facilement modifier ces éléments-là directement sur le composant sans avoir à entrer à l'intérieur. Évidemment, il faut établir un lien maintenant entre ces valeurs-là et ce qui se trouve à l'intérieur. Donc, je retourne dans le composant. Et les valeurs en question, si vous vous souvenez bien, elles étaient sur le filtre audio. Donc, dans le cas du low pass, ben, la valeur qu'on souhaite avoir ici, ce n'est plus dorénavant un chiffre constant, mais c'est le chiffre qui sera tiré de l'interface ou du paramètre de notre composant. Donc, pour faire ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, je vais aller voir à l'intérieur. On ne sera plus en mode constant, on va être en mode expression. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Ben, ce qu'on peut faire, c'est utiliser une petite fonction qui est nouvelle, mais qui va être drôlement utile, qui s'appelle parent. La fonction parent, elle retourne l'opérateur qui est le parent de l'opérateur où on se trouve actuellement. Donc, en ce moment, nous sommes dans l'opérateur audio filter 1, c'est-à-dire celui-ci. Cet opérateur-là, il est dans quoi? Ben, si on regarde notre barre d'adresse, il est situé dans base 1, et base 1, c'est notre composant. Donc, parent, ben, ça va nous renvoyer l'opérateur base 1, autrement dit, le composant qu'on a créé. Dans tous les opérateurs, il y a une propriété par. Donc, en mettant un point, je suis capable d'aller chercher une propriété de cet opérateur-là, qui dans notre cas est notre composant. Dans la propriété par, ben dans le fond, on va trouver tous les paramètres qui ont été définis sur le composant. Et dans notre cas, le paramètre en question s'appelle pass O, tout simplement. Et si je pèse sur Enter, ben, on se retrouve avec une valeur de 4640. Qu'est-ce que c'est que cette valeur? Ben, si on revient, si on remonte d'un niveau, c'est-à-dire, et qu'on vient voir donc les paramètres de notre base, ben, on se rend compte que c'est la valeur qui est définie dans le pass O. Je vais la remettre, je crois qu'on était à 1600, donc je vais la remettre à 1600. Je crois que celle-là était autour de 600, quelque chose comme ça. Donc, ce que ça signifie, c'est que si je retourne dans le composant, ben, dorénavant, vous l'avez vu, j'ai fait une modification, donc je suis revenu à 1600. Donc, la valeur qui est ici, elle n'est plus statique, mais elle est tirée de ce qui est paramétré dans l'interface de notre composant. Et donc, on va faire la même chose pour le centre et le passe bas. Pardon, est-ce que j'ai mis le passe haut? Oui, c'était le passe bas ici. Donc, on va faire attention. Donc, le passe bas pour les graves. Ensuite de ça, le centre ici, en se souvenant que les paramètres personnalisés commencent toujours par une lettre majuscule. Donc, ça nous permet de différencier des paramètres standards. Et le troisième, qui est notre passe haut. Voilà. Donc, dorénavant, ce que ça signifie, c'est que, si je remonte, on puisse modifier directement sur le composant les fréquences des opérateurs qui sont à l'intérieur. Et de cette façon-là, ben, ça nous facilite la tâche. Donc, la prochaine fois qu'on voudra utiliser notre analyseur audio, ben, on le copie, on le colle ailleurs et on n'a qu'à modifier ces 3 informations-là. Donc, si vous voulez voir l'effet, ben, on peut partir le tout. Et par exemple, si on regarde la pastille jaune qui est notre passe haut, ben, je peux jouer ici avec le chiffre et vous voyez que rapidement, on a une modification de l'effet visuel. Je crois qu'on était à 1600, je ne suis pas certain, mais il me semble qu'on était dans ces eaux-là. Par contre, le résultat semble un peu plus fort, donc je vais juste le baisser un petit peu ici. Peut-être autour de 5, ça sera suffisant. Donc, quelque chose comme ça. Voilà, donc, on a maintenant un composant avec des paramètres qui sont facilement modifiables. Maintenant,
Question de se donner le maximum de flexibilité dans notre composant, je vous propose qu'on y ajoute un dernier élément, c'est-à-dire la position où on se trouve dans la lecture. Autrement dit, la position de la tête de lecture. Et ça nous permettra de contrôler une dernière pastille et d'éventuellement utiliser où on se trouve dans le fichier sonore pour travailler nos effets visuels. Donc, j'entre à l'intérieur de mon composant et ce que cette fois-ci j'aimerais utiliser, c'est un opérateur qui s'appelle info. Info, ce qui nous permet de faire, c'est d'obtenir de l'information sur n'importe quel autre opérateur. Donc, dans notre cas, l'information qu'on souhaite obtenir porte sur l'opérateur qui est le audio file in. Autrement dit, on voudrait savoir, par exemple, quelle est la longueur du fichier, où est-ce qu'on est rendu dans la lecture, quel est le taux d'échantillonnage, et ainsi de suite. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est brancher l'opérateur info sur le audio file in. Malheureusement, comme je suis à l'intérieur du composant, je n'ai pas accès au audio file in. Le audio file in est un niveau plus haut. Donc, qu'est-ce que je fais? Bien, évidemment, je pourrais définir comme opérateur à utiliser ou à analyser, disons ça comme ça. Je pourrais utiliser le chemin absolu. Donc, vous vous souvenez que dans la barre d'adresse, on est capable d'accéder à travers une adresse à tous les opérateurs. Donc, dans ce cas-ci, si je remonte d'un niveau, cet opérateur-là, il s'appelle comme ça. Donc, c'est le nom qui a été tiré du fichier Wave que j'ai importé. Et il se situe dans Project One. Donc, ce que ça signifie, c'est que si j'entre à l'intérieur ici, bien, je pourrais spécifier comme opérateur à analyser l'opérateur qui est dans Project One et qui s'appelle comme ça. Et vous voyez qu'en faisant ça, il y a soudainement plein d'informations qui sont apparues. Par contre, le problème en le faisant de cette façon-là, c'est que si jamais l'opérateur qui est branché dans le composant change de nom, ce qui est fort probable, considérant que dans ce cas-ci, c'est le nom du fichier qui a été branché, bien évidemment, notre boîte info ne fonctionnera plus. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour dynamiquement récupérer ce qui est branché dans notre composant? Bien, il faudra utiliser un peu de code Python. Donc, je vais ouvrir encore une fois le champ operator. Et plutôt que d'utiliser une constante, ben, on va passer en mode expression. Et cette fois-là, on va réutiliser ce qu'on vient d'apprendre, c'est-à-dire la fonction parent. Donc, le parent, encore une fois, ce sera le composant, puisque notre info, il est à l'intérieur du composant base1. Donc, le parent de info, c'est base1. Et sur les composants, il y a une propriété qui s'appelle inputs. La propriété inputs, vous l'aurez deviné, elle fait référence aux entrées, donc aux éléments qui sont branchés dans les entrées du composant. Et c'est une liste d'éléments. Donc, si je vais chercher le premier élément ou l'élément à la position 0, ben, je vais récupérer l'opérateur qui est branché dans la première entrée du composant. Je pèse sur Enter et vous voyez que le résultat est exactement le même que ce qu'on avait tantôt. Sauf que cette fois-ci, il est en bleu sur un fond foncé parce qu'il est calculé dynamiquement. Et si on changeait l'entrée, ben, cette chose-là serait automatiquement changée. Donc, si je viens voir le résultat en grossissant l'opérateur, ben, je peux voir le nombre d'échantillons du fichier dans le file length ici, donc de 2 419 178 échantillons dans mon fichier musical. Je peux venir voir que ce fichier-là a un taux d'échantillonnage de 44 100 échantillons par seconde, et ainsi de suite. Donc, je peux avoir de l'information comme ça sur le fichier qui a été branché. Si je souhaite pouvoir utiliser cette information-là à l'extérieur du composant, bien, je vais devoir venir l'ajouter à ma sortie. Évidemment, il y a beaucoup de canaux dans l'opérateur info. Je n'aimerais choisir que celui qui m'intéresse. Et dans les faits, celui qui m'intéresse, c'est celui qui s'appelle fraction.
fraction, c'est une fraction entre 0 et 1, donc un nombre décimal entre 0 et 1, qui représente la position de la tête de lecture. Donc, si on est à 0, ben, on est complètement au début du fichier. Si on est à 1, on est complètement à la fin. Si on est à 0.5, par exemple, on est au milieu. Donc, ce que je souhaite utiliser, c'est vraiment seulement le canal fraction et non pas tous les canaux. Donc, pour faire ça, je peux utiliser Select. Et Select me permettra de sélectionner le canal qui m'intéresse. Donc, dans les propriétés, ben, je viens à côté de Channel Names. Vous voyez que c'est au pluriel parce qu'on peut choisir un ou plusieurs canaux. Et je vais choisir ici celui qui s'appelle Fraction. Fraction, je vais aussi l'envoyer dans le Merge. Et dorénavant, nous aurons 5 informations qui sortent de notre composant. À cette étape-ci, je reviens du futur pour venir faire une petite modification dans notre composant qui nous aidera un peu plus tard dans la série. Donc, notre composant, actuellement, il est fait pour recevoir un signal mono. Par contre, ce serait drôlement plus pratique s'il pouvait accepter aussi bien un signal mono que stéréo. Donc, pour faire ça, ce que je vous propose, c'est qu'on vienne insérer à la suite de notre entrée un opérateur, c'est-à-dire mat, dont la mission sera tout simplement de faire une moyenne des canaux qui sont branchés. Donc, si c'est mono, le signal restera identique. Et si le signal branché est stéréo, donc s'il y a 2 canaux, ben, ce sera une moyenne des 2, tout simplement. Donc, le mat que je vous propose d'utiliser ici, il implique tout simplement de combiner les canaux, donc Combine Channels, en utilisant une moyenne. Et donc, de cette façon-là, même si le signal entrant est stéréo, ce qui sera utilisé pour l'analyse sera une moyenne des 2 canaux, tout simplement. Et en faisant ça, plus loin dans la série, quand on aura utilisé un signal un signal stéréo, c'est-à-dire, ou un fichier musical stéréo, ben, on n'aura pas à se casser la tête à le mettre en mono, ça va tout simplement fonctionner. On retourne à votre programmation normale. Donc, je remonte de niveau. Et dorénavant, vous pouvez voir que après les chan 1, 2, 3, 4, ben, j'ai maintenant fraction. Donc, je vais ajouter un autre select ici pour venir sélectionner justement ce canal fraction. Évidemment, il faudrait que je le branche si je veux avoir un résultat. Et le canal fraction, je présume comme ça a été le cas pour tous les autres, je devrais ajuster sa grandeur à l'aide d'un mat. Et ce que j'aimerais faire, c'est le brancher dans une dernière pastille qui va être, elle, représentative de la position où on se trouve dans le fichier. Donc, je vais rajouter un autre circle à cet endroit-ci. On se souvient qu'on était dans les tops. Donnons-lui une petite couleur différente. Allons-y avec un bleu. Et ce que je souhaite ici, je vais essayer de faire quelque chose d'un petit peu différent, c'est d'afficher la position où on se trouve à l'aide d'un affichage sous forme de pointe de tarte. Donc, on va se servir d'un angle pour afficher une portion du cercle qui représente la quantité ou le nombre d'échantillons qui ont été lus ou la position où on se trouve dans la lecture du fichier. Donc, pour faire ça, qu'est-ce qu'on peut utiliser? Bien, vous avez une propriété Arc Angles. Et comme vous pouvez voir, en fait, je vais vous donner un petit indice de ce qui se passe. On va mettre un 3,45 ici. Donc, je viens de créer une petite pointe de tarte ici. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on peut dessiner seulement une portion du cercle en déterminant un angle. Donc, moi, ce que je vais faire, en fait, c'est bouger le chiffre qui est ici pour qu'au fur et à mesure où la lecture avance, ben, que cette chose-là bouge. De sorte qu'on aura une représentation visuelle qui ressemble un peu à une horloge analogique. Donc, comme vous voyez, la position de départ semble être du côté droit. Donc, je vais, pour que ça ressemble à une horloge, je vais tout simplement faire une rotation vers la gauche du cercle pour l'amener en haut. Et comme vous pouvez voir, on est probablement à 90 degrés là, si on veut aller directement en haut.
Et ce que je souhaite faire, c'est dans le fond contrôler ce paramètre-là pour afficher le temps en fonction de où on se trouve dans la lecture du fichier. Donc, vous aurez compris que la valeur qui vient ici, ben, typiquement, c'est une valeur entre 0 et 360 degrés. Donc, la valeur qui sort de notre composant, c'est une valeur entre 0 et 1. C'était la fraction de tantôt. Ce qu'il nous faudrait, nous, c'est une valeur entre 0 et 360. Donc, ce qu'on peut faire, c'est utiliser notre opérateur math et on pourrait multiplier par 360, ce qui fonctionnerait. Ou on peut aussi utiliser l'onglet Range. Donc, on aura souvent à utiliser cet onglet-là. L'idée, c'est quoi? C'est de partir d'une valeur d'entrée, donc le From Range, et de la convertir dans une valeur de sortie. Donc, dans notre cas, le From Range, c'est effectivement de 0 à 1. La valeur qui nous arrive, c'est une valeur entre 0 et 1. Nous, on aimerait la transformer dans une valeur entre 0 et 360. Donc, en faisant ça, par exemple, ben, le 0 restera à 0, le 1 deviendra 360 et toutes les valeurs intermédiaires seront proportionnellement reportées. Donc, si on avait une valeur d'entrée à 0.5, ben, la valeur de sortie serait à 180, c'est-à-dire le milieu entre 0 et 360. Donc, de cette façon-là, ce qui sort de notre opérateur math, c'est une valeur entre 0 et 360 et on va tout simplement brancher cette valeur-là dans la boîte qui nous intéresse. Et normalement, au fur et à mesure de la lecture du fichier, le cercle devrait se dessiner graduellement. On va regarder ce que ça donne. Donc, je vais grossir ici pour qu'on voit bien. Donc, vous voyez que le cercle se dessine. Par contre, j'aurais voulu l'inverse. J'aurais voulu que le mouvement se fasse comme une horloge, comme une horloge analogique, et donc qui se dirige de l'autre côté. Donc, on va essayer de corriger ça, et vous allez voir, c'est plutôt simple. Si je reviens dans mon opérateur math, il n'y a rien qui nous empêche d'inverser ces deux valeurs-là. Donc, de dire, ben, quand l'entrée c'est 0, je veux 360, puis quand l'entrée c'est 1, je veux 0. Et donc, vous aurez compris que dans ce cas-ci, le mouvement va se faire dans l'autre sens. Donc, si on redémarre et qu'on regarde encore une fois le détail, ben, plus la lecture avance, plus le cercle diminue. Donc, autrement dit, ce qui est affiché, c'est le temps restant, essentiellement, à notre pièce musicale. Oups, je vais remonter un niveau de trop. Voilà. Donc, nous avons créé un analyseur audio. Il est maintenant logé dans son propre composant. On pourra dorénavant copier-coller ce composant-là dans un autre projet et facilement modifier certains paramètres comme les fréquences basses, hautes et élevées. Donc, nous allons essayer de réfléchir de cette façon-là dorénavant. C'est-à-dire que pour éviter d'avoir des dizaines ou des centaines d'opérateurs visibles à l'écran, la logique, ce sera de penser sous forme modulaire, de penser sous forme de composants et d'isoler dans les composants les éléments qui peuvent être isolés ensemble ou qui semblent cohérents d'isoler ensemble. Donc, dans ce cas-ci, ça semblait effectivement assez cohérent de regrouper dans le composant tout ce qui concerne l'analyse audio, de sorte que, on puisse le réutiliser ailleurs, mais qu'aussi, on n'ait pas une énorme quantité d'opérateurs visibles à la fois parce que ça devient drôlement difficile de déboguer quand il y a plusieurs dizaines ou centaines d'opérateurs à l'écran.